vous voyez bien, quand on prend en compte ce que la vidéo sur Ludovic Ngatse vient de dire, comment on vient de présenter ce ministre du budget, il a, comme je disais, les compétences pour poser des actes de sorte que nous puissions sortir de la pagaille au niveau de nos finances publiques. Mais au contraire, il contribue à cette pagaille-là. C'est pour cela que j'insiste sur la trahison des cadres et des intellectuels congolais ou même africains. Quand vous les rencontrez, quand vous les entendez parler, quand vous les voyez et tout, ils vous présentent des choses comme quoi, et vous sentez qu'ils ont des accréditations internationales pour faire le job quand ils sont dans des entreprises privées ou lorsqu'ils travaillent en Europe, en Amérique ou en Asie. Ils font le job correctement, mais lorsqu'ils arrivent au Congo et dans des pays africains, eh bien, patatras, ils font tout et n'importe quoi. Ils font le gangstérisme, ils sont à l'origine des détournements des fonds publics, ce sont eux qui font des montages pour maquiller le compte public. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a les compétences pour mener les audits, il les a fait. Aujourd'hui, il est ministre, c'est-à-dire hier, il conseillait les ministres, il produisait des documents pour les gouvernements. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement. Donc, avec le savoir pour mettre en pratique ce qu'il faut pour que le Congo sorte de sa misère, et patatras, on apprend que, et là, ce que vous entendez qu'il explique aux parlementaires, il le dit lui-même, il le reconnaît, que les comptes publics ne peuvent pas être à la banque postale, qui est une banque privée. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, le Trésor a toujours la signature, rien ne se fait sans le Trésor. Mais pourquoi on ne les laisse pas au Trésor? Parce que nos finances publiques seront mieux contrôlées, mieux surveillées au niveau du Trésor. Mais ce que M. Ngati explique, si c'est lui qui mène l'audit, il vous dira le contraire. Dans les recommandations, parce que lorsque M. Ngati mène les audits, il y a ce qu'on appelle recommandations, préconisations. Dans les recommandations, c'est lui qui va dire au gouvernement, remettez les comptes publics au trésor public, puisque le TPE a la signature. Pourquoi le TPE va avoir la signature et il doit signer pour demander les virements au directeur de la banque postale? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Aujourd'hui, oui, la banque du trésor, comme il l'a dit, c'est normal, puisque ça existe dans les autres pays. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Et pourquoi ça n'a jamais été fait chez nous? Dès lors qu'il est arrivé, dès la première année, il peut diligenter un audit et puis, dans les préconisations, on remet tout en ordre. Or, il est resté tout ce temps au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est au gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, comment il explique qu'avec un budget excédentaire, rien ne s'arrange au Congo? Voilà la trahison à laquelle les Congolais sont en train de faire face par rapport aux cadres et aux intellectuels que nous avons. Ils sont bien formés, ils ont eu des parcours professionnels très élogieux, et bravo à eux. Mais sauf que quand ils arrivent au gouvernement, ils deviennent des gangsters. Comme quoi, le problème, ce n'est pas Gatse. C'est comme quand on a enlevé le directeur général de la police pour remplacer, quand on a enlevé Ndengue pour remplacer Obami Fils. Mais Obami Fils va faire quoi même s'il a été bien formé? C'est le système. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre du budget et du portefeuille qui est arrivé. Je crois que c'est un certain Yoka. Je crois savoir que c'est le fils d'Aimé Emmanuel Yoka, mais peu importe. Mais peu importe. Quelles que soient ses compétences, il ne fera rien parce que ce qui pose le problème dans notre pays, c'est la tête, c'est Sassou Nguesso. C'est lui le problème. Tant que ça sera lui et le système que le PCT a mis en place pour phagocyter notre économie et comme ça détruire même les cadres, ces cadres-là se ridiculisent. Demain, M. Ngatse va se présenter où? Pour dire que je suis un expert comptable. Mais d'accord, je suis un financier. OK, on accepte. J'enseigne à l'Institut de gestion. OK, on accepte. Mais vous avez été ministre. Quel ont été votre état de fait? Zéro. C'est ça qui est vraiment incroyable pour notre pays. Bonjour.
Bonjour, chers téléspectateurs de R7 et bienvenue à notre première chronique de l'année 2025. Je suis Didier Moueni Ivolo, porte-parole du CRC, pour vous présenter la chronique habituelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, puisque nous sommes encore au mois de janvier, de vous présenter mes meilleurs voeux, en tout cas au nom du CRC, les meilleurs voeux de santé, bonheur et surtout de réussite pour tous vos projets, faire de sorte que l'année 2025 soit vraiment l'année de l'accomplissement de tous vos projets, en tout cas pour vous et pour vos proches, principalement les populations congolaises, mais aussi le peuple africain et tous les humains à travers le monde. Puisse cette année vous apporter beaucoup de joie dans vos familles, dans votre travail, dans vos cœurs, dans votre environnement, et que cette année éloigne de nous les maladies. On sait que voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de pathologies. Par rapport à notre chronique, notre première chronique de 2025, je voudrais que les Congolais réfléchissent sur un sujet qui est très, très, très important sur nous, pour notre pays, c'est le rôle, la fonction, la place de ceux qu'on appelle les cadres et les intellectuels. Alors, ce sujet, en tout cas, m'a été soufflé à l'oreille par quelques lectures, quelques biographies, en tout cas que j'ai pu regarder, et je me suis posé la question, comment se fait-il que un pays avec ce potentiel au niveau du cadre et des intellectuels peut avoir des difficultés pour s'en sortir. Nous connaissons la situation de notre pays, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes nombreux à partager les audios, mais surtout les vidéos sur les réseaux sociaux. Comme exemple, je peux prendre l'intervention, si je ne me trompe pas, du directeur de la caisse de retraite qui présentait ses excuses du fait que de nombreux retraités ont passé les fêtes sans avoir leur pension parce que le traitement a été terminé au niveau du gouvernement à une date où la Banque des États de l'Afrique centrale n'avait plus le temps de réaliser les virements puisqu'il terminait à midi et après c'était le week-end pour les fêtes. C'est une ambiance digne de Noël. Dans les marchés, c'est une foule qui investit les tables, les boutiques ou les étalages. Parents et enfants procèdent au choix des meilleurs vêtements, jouets et bien d'autres éléments de fête. Il faut mes 3 enfants pour faire les achats des jouets, parce que c'est seulement ce qu'on attend jusqu'au 25, ça sera tellement trop saturé. Il fallait profiter de ce moment-là pour faire un bon choix et offrir aux enfants. Les vendeurs, eux, multiplient les stratégies pour attirer la clientèle. Les trucs sont un peu moins chers là, mais on ne vend pas. Il y a l'ambiance, il y a beaucoup de monde, mais on ne vend pas. Pourtant, le budget reste une vraie préoccupation pour de nombreuses familles. Il y a des parents qui viennent au marché, qui pleurent, il n'y a pas l'argent. Tu les présentes même les jouets, ils n'arrivent même pas à acheter. Donc l'année passée, c'était bon, mais cette année-là, il n'y a rien. On ne sait pas si peut-être on n'a pas encore viré, c'est ça, mais on entend seulement. Alors, déjà, il faut rappeler que lorsque le gouvernement traite des sujets, le gouvernement sait d'avance que le calendrier de la Banque des États de l'Afrique centrale ne permettra pas, si nous terminons à telle date, de prendre le temps de faire les virements et payer les retraités. Et donc, est-ce que lorsque le pouvoir est en train de traiter des sujets, le pouvoir essaie de voir le planning des autres organisations. Alors, qu'est-ce qui crée ce genre de défaillance? Qu'est-ce qui fait que nous avons toujours des difficultés aujourd'hui et qu'au final, on se demande si nous sommes dirigés par des gens compétents, des gens formés, des intellectuels, des gens qui savent ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Attention, les difficultés, ça reste toujours. Alors, rien n'est facile. Même les grandes puissances, même les gens les plus très intelligents
On a souvent vu des présidents, premiers ministres, des membres du gouvernement, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des intellectuels, aussi brillants soient-ils, peuvent commettre des erreurs. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut commettre des erreurs. Mais il y a un comportement chez nous qui mérite d'être pensé pour se dire, tiens, mais pourquoi on en arrive là? Une des choses que je veux vous dire, c'est que vous regarderez sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur beaucoup de vidéos et là, faites très attention. Sur les réseaux sociaux, vous tombez sur des vidéos qui diabolisent l'école. Moi, j'en ai vu. L'école ne sert à rien. L'école ne nous enseigne pas la vie. L'école ne nous permet pas d'entreprendre. L'école, c'est une perte de temps. Il y a même un Ouest africain qui disait « Le rôle de l'école, c'est de nous voler le temps. » À quoi ça sert l'école? L'école, ça sert à te faire progresser pour apprendre encore plus chaque jour. Ça sert aussi à savoir ce qui s'est passé avant toi, comme les Gaulois, Napoléon, Hitler. Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde, comme les guerres de religion, le paradis fiscal ou encore la COP21. Alors à l'école, on ne fait que travailler? Non, à l'école, tu peux te faire plein de nouveaux amis et t'amuser. D'ailleurs, à l'école, on apprend à respecter les autres, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau. Ça s'appelle la laïcité. L'école, ça apprend à être solidaire avec ses camarades, même si ce ne sont pas des amis. Tu apprends à vivre en communauté, comme dans la vraie vie, en acceptant les différences de chacun. À l'école, tu apprends à partager, peu importe la victoire ou la défaite. L'important, c'est de s'amuser. Ça sert à avoir confiance en soi, à persévérer et à être fier, mais aussi à affronter ses peurs. L'école t'aide à différencier le bien du mal. Ça permet de devenir grand pour trouver un travail plus tard et former les futurs adultes qui seront les citoyens de demain. Enfin, à l'école, tu apprends à penser par toi-même pour devenir un adulte responsable. Donc, déjà, première erreur pour nous, Africains, attention, l'école est essentielle. Et je pense que dans mes chroniques précédentes, je vous ai expliqué c'est quoi la fonction de l'école. Lorsque on crée, quand on parle de l'école, que ce soit dans l'Antiquité grecque ou encore avec Charlemagne qui a été celui qui a contribué vraiment à structurer l'école moderne, ou encore en Afrique, même avant la pénétration coloniale et la création des premières écoles de type moderne que nous connaissons aujourd'hui, il faut savoir que dans les différentes tribus et ethnies au Congo, vous avez des spécialisations. Vous allez chez tel peuple, vous verrez qu'il y a des Nzonzi. Mais le Nzonzi, il ne naît pas Nzonzi. Le Nganga, il ne naît pas Nganga. Il est formé par les autres Nzonzi, soit de la famille, dans un cycle d'héritage, ou soit il est confié par une autre famille qui veut que son enfant devienne Nzonzi. Quoique, à cette époque-là, traditionnelle, c'était très difficile, quand on n'est pas du clan des Nzonzi, de devenir Nzonzi. En Afrique de l'Ouest, vous avez, d'ailleurs c'est Ferdinand Ezembe qui parle de l'enfant africain et ses horizons, qui montre les espaces de construction d'identité et de structuration de l'individu, les espaces de socialisation de l'enfant avant l'arrivée de la colonisation. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les noms, les tribus sont reliés à des corps de métier bien distincts. Les forgerons, les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs, ainsi de suite. Donc, la question de l'école se posait déjà dans nos cultures, dès lors qu'il fallait s'occuper de la pérennisation de culture. Pour que la culture continue d'exister de génération à génération sur plusieurs siècles, ça suppose une transmission. Et cette transmission, on peut l'appeler rite d'initiation, rite de passage, comme nous disent les anthropologues, les sociologues et les ethnologues. On peut l'appeler aussi l'école. L'école, c'est aussi un rite de passage et un rite d'initiation. C'est-à-dire, à l'école de type moderne, l'enfant passe de la maison, donc de la famille,
de la socialisation primaire vers une socialisation secondaire pilotée par l'État. Donc, quand il arrive à l'école, c'est déjà un passage. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Déjà, les parents, le matin, si on peut schématiser comme ça le premier jour de la rentrée, on voit les parents qui préparent leurs enfants de 6 ans. Les plus doués, c'est 5 ans des fois, mais c'est souvent 6 ans, qui regardent sa tenue vestimentaire, s'il y a un uniforme et tout, les cahiers, les sacs, et l'accompagnent à l'école. C'est-à-dire, moi, mon éducation familiale est en train de s'arrêter petit à petit, peut-être pas s'arrêter, s'atténuer, je passe le relais à l'éducation nationale, je passe le relais à l'État. L'État qui doit commencer aussi à faire son travail. Donc, on fait un passage de main, de bras, de la famille vers l'État. Et en ce moment-là, à travers son institution spécialisée qu'on appelle l'éducation nationale, l'État commence lui aussi à former cet enfant, à lui transmettre des choses. On appelle ça le processus de la socialisation, parce que la socialisation en soi, c'est un processus. C'est-à-dire, l'État commence à faire de sorte que cet individu qui était embauché, qui était Congolari, qui était Bembe, qui était Bomitaba, Kouni, Vili, Teke, et j'en passe, Pounou et j'en passe, eh bien, l'État commence à faire de lui, on commence à le malaxer dans la matrice nationale, éducation nationale, pour faire de lui le citoyen congolais. Donc, il va apprendre les autres langues du Congo, la culture, les cultures congolaises, les départements ou les régions du Congo, il va apprendre le monde. Et, de fil en aiguille, petit à petit, il va se dire, mais tiens, j'appartiens à un grand ensemble qu'on appelle la République du Congo, la République populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique, la République française, l'Allemagne, peu importe les pays, c'est comme ça. Donc, le rôle de l'école, ce n'est pas de nous voler le temps, mais déjà de nous permettre de nous identifier comme citoyens appartenant à une collectivité nationale avec les valeurs de la République, les valeurs de la nation. La deuxième chose que l'école va faire, au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, et d'ailleurs, pour terminer avec l'école primaire et même le collège, on a souvent dans tous les pays du monde école primaire unique, collège unique, parce que les missions qu'on va attribuer à l'école primaire et au collège, ce n'est pas de former les futurs cadres. Ça, c'est faux. Hein, les parents qui disent à un enfant qui va à l'école primaire, yo, ko de l'école, nini. Non, à l'école primaire, c'est pour apprendre à lire, à écrire, à compter, à maîtriser les 4 opérations, à avoir les règles de base et à connaître son pays. Le collège commence à ouvrir un peu vers le monde, le lycée aussi. Et c'est à partir du lycée où l'éducation nationale commence à remplir une deuxième fonction qui est celle qui concerne les sociétés de type moderne. Si dans le temps traditionnel, la famille et le clan, l'ethnie, préparaient ses chasseurs, préparaient ses pêcheurs, préparaient ses agriculteurs, ses guerriers, je veux faire une parenthèse, vous avez par exemple dans beaucoup de nos tribus, mais ça on l'a perdu, mais vous avez dans beaucoup de nos tribus une langue. Vous avez par exemple la langue Congo, la langue Mboshi, Pounou, Pouni, Bembe, Kouyou, Bomitaba. C'est une langue que tout le monde connaît. Mais à l'intérieur de cette langue, et dommage que les historiens ne se sont pas penchés là-dessus, à l'intérieur de cette langue, vous avez une langue, une dérivée de la même langue qui n'était connue que des guerriers. Les guerriers, pour protéger la terre, s'ils communiquent dans la langue classique, tout le monde saura de quoi on parle. Il peut y avoir des trahisons, des traîtrises. Et pour que les guerriers puissent communiquer entre eux sans que le reste de la population ne puisse comprendre, ils avaient comme ça développé une seconde langue qu'on appelle aujourd'hui chez les Indiens, par exemple. On a catégorisé ça comme étant le code Tucker, c'est-à-dire que ces Indiens Navajo, que l'armée américaine va prendre parce que non seulement qu'ils parlent la langue Navajo, mais ils ont une version de la langue Navajo qui est connue que des guerriers Navajo. Mais vous avez ça dans beaucoup de tribus. Moi, je me souviens que mes parents parlaient et ses frères et sœurs ne comprenaient rien. Et un de ses frères lui a dit un jour, mais de quoi tu parles?
il a dit, quand je vais m'adresser à toi, tu comprendras. Mais là, je ne m'adresse pas à toi. En fait, il connaissait cette dérivée de la langue parce que l'aîné de la famille, il était prévu pour être ça. Mais après, la colonisation est venue tout changer. C'est pas bien grave. Mais lui, il maîtrisait cette langue-là. Donc, vous voyez bien que l'initiation, les rites de passage, les rites initiatiques, ailleurs, en Occident, c'est ce qu'a donné l'école moderne. Et même en Occident, il faut savoir que les Occidentaux ne sont pas allés à l'école comme ça, qu'on ne vous trompe pas. Parce que souvent en Afrique, quand on dit des choses, on pense que, oh non, mais ça c'est l'Occident. Mais c'est faux. Qu'est-ce que vous appelez l'Occident? L'école moderne, les Occidentaux n'en voulaient pas. Charlemagne a dû l'imposer. La langue française dont on parle, la langue française, ce n'est pas la langue des Français. C'est une langue barbare à la base, la langue des Francs. Et les Francs font partie des barbares. Mais comme c'était une langue plus facile à assimiler pour tout le monde, eh bien, cette langue a été imposée à tout le monde. La politique d'assimilation, ce n'est pas la colonisation. Les premières victimes de l'assimilation, c'est d'abord les Français eux-mêmes, c'est-à-dire tous ceux qui parlent français, que ce soit les Français de France, les Belges, une partie du Luxembourg, et j'en passe. Donc, l'État impose ce qui est nécessaire pour la construction nationale. Et donc, pour les gens qui sont allés, la langue française, ça a été imposé. Pour vous donner un exemple, ceux qui sont allés à Rennes ou en Bretagne, vous voyez le drapeau de l'équipe de Rennes, le drapeau de la Bretagne. Et il y a eu des révoltes, il y a eu des résistances, même en France, contre le français, les langues nationales. Donc, ne pensez pas que le français a été accepté par tous. Non. Le français, une langue barbare. Aujourd'hui, nous avons la forme évoluée du français parce que l'Académie française a fait un grand travail là-dessus. Mais le français, à la base, c'est la langue des Francs, c'est-à-dire un groupe de barbares qui ont envahi l'Empire romain. Parmi les barbares qui ont envahi l'Empire romain, il y a les Francs. Et donc, cette langue étant plus facile à assimiler par tout le monde, et donc, les responsables français l'ont retenu pour faire de ça une langue nationale. Mais attention, ce qui a causé des résistances aujourd'hui encore, quand vous discutez avec les Français du Troisième Âge, ils vous diront combien c'était souffrant pour eux de rentrer à la maison et de parler leur langue ethnique. Et dès qu'ils arrivent à l'école, on interdisait. Il y avait des enfants qui étaient fouettés parce qu'ils avaient parlé en langue ethnique. Et vous avez par exemple la Bretagne, regardez ceux qui sont allés à Rennes, vous avez toujours le drapeau breton qui trône. Le Parlement de Rennes a résisté contre le Parlement parisien. Et donc, une langue, ça s'impose. Et d'ailleurs, vous avez un député français, si je ne me trompe pas, c'est Jean Lassalle, et lui, il est un grand défenseur des traditions en France. Il est admiré pour ça. Alors, à l'élection présidentielle, alors qu'il n'a pas vraiment un parti politique, il représente les traditions, pêche, nature et culture, il arrive à faire au moins 1%. Regardez le nombre de votants en France, lui, il dépasse les 1%. Donc, ça suppose qu'il y a quand même des milliers de Français qui adorent sa façon de porter sa culture. Il a souvent chanté en béarnais au Parlement. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il a été suspendu du Parlement parce qu'il a osé, dans le lieu de la République et de la Nation, chanter en patois. Voilà, on parle beaucoup de patois en France. Et nous, on penserait que quand on parle de patois, surtout nos compatriotes qui sont en Afrique et au Congo, ils pensent que le patois, c'est seulement en Afrique. Mais le patois, c'est partout. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est en train de revenir sur le bien fondé des patois dans les familles. Il y a des tendances politiques qui veulent qu'on reparte vers les patois. Deuxième exemple, l'Empire britannique que vous semblez faire monter. Mais les Anglais, leur avantage, c'est que l'Empire britannique n'a pas voulu s'attaquer aux traditions. Par exemple, l'Irlande, l'Écosse, ils sont jaloux de leurs origines et de leurs traditions. Et bien qu'ils parlent anglais, mais ils ont conservé leur langue nationale et souvent c'est très conflictuel entre ces États-là et la couronne britannique. Alors on a souvent présenté la couronne britannique comme gentille. Je vous assure que si vous discutez avec les Écossais, avec les Irlandais et
avec les Américains, je pense que vous aurez une autre image de ce qu'on appelle la couronne britannique. Donc, l'école remplit cette fonction de construire l'identité nationale. Et deuxième fonction que l'école remplit, et c'est souvent quand on arrive au lycée, et plus encore à l'université, eh bien, il remplit la fonction professionnelle. C'est-à-dire, c'est à l'école principalement qu'on apprend une fonction. Alors, même en Europe, vous avez des gens qui critiquent l'école et qui disent, mais moi, je suis sorti à l'école primaire, j'ai terminé au collège ou au lycée, mais je suis devenu un grand patron. C'est vrai, mais n'empêche, 99,99% des patrons qui dominent l'économie mondiale sont sortis des universités. Ceux qui vous disent que je me suis arrêté à l'école primaire, au collège et au lycée, et je suis devenu un patron, ils ne représentent même pas 1% dans le monde entier. Faites la liste de tous les patrons du monde entier. Vous n'en trouverez aucun. Et vous n'en trouverez pas 2% qui se sont écrasés à l'école. Donc, faisons très attention lorsque nous voulons diaboliser les connaissances scolaires et les connaissances universitaires. À l'aube d'une nouvelle ère pour l'éducation, les gouvernements du monde entier se sont engagés en faveur d'une vision. Éducation 2030, vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Mais les systèmes éducatifs d'aujourd'hui préparent-ils adéquatement les apprenants au monde de demain ? Notre monde change en permanence. Rapides avancées technologiques, mobilités accrues, changements démographiques, accroissement des inégalités et dégradation de l'environnement. Tous ces changements affectent au final la manière dont nous vivons et travaillons. Cela signifie que nos systèmes éducatifs doivent préparer les apprenants pour des emplois qui n'existent pas encore. Et certains disent même que dans peu de temps, les machines nous remplaceront dans de nombreux emplois. Nous ne parlons pas seulement du travail manuel. Les machines développeront aussi d'autres compétences essentielles à la réussite de nombreux emplois de services et de bureaux. Bien sûr, aujourd'hui, tous les apprenants doivent connaître les bases, telles que la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Ils ont aussi besoin de compétences techniques et professionnelles qui les prépareront à des emplois spécifiques dans l'agriculture, le design, l'artisanat ou l'informatique. Mais ces compétences sont-elles vraiment les seules dont ils ont besoin ? Il y a d'autres compétences qui sont importantes dans le monde d'aujourd'hui et elles ont reçu d'innombrables noms. Compétences non cognitives, compétences douces, compétences du 21e siècle, compétences transférables et compétences transversales. Tous ces termes causent énormément de confusion, mais qu'ont-ils tous en commun ? Prenons un peu de recul et regardons les choses dans leur ensemble. Tous ces termes font référence à une idée générale et une perception que nous sommes tous capables de comprendre. Un large éventail de valeurs, d'attitudes, de compétences et de comportements, comme la communication, le leadership et le travail d'équipe. Alors pourquoi sont-ils si importants dans le monde d'aujourd'hui ? Pensez-y, dans tout type d'emploi, que nous soyons dans la politique, la direction, l'enseignement ou le commerce de rue, nous devons être ingénieux, persévérants et avoir l'esprit d'entreprise. Ces compétences sont vraiment pertinentes pour chacun d'entre nous, peu importe notre parcours, notre domaine de travail ou notre statut social. Si nous voulons vraiment bâtir des sociétés plus pacifiques et prospères, nous devons non seulement commencer dans la salle de classe, mais aussi avec l'individu pour que les apprenants puissent développer leur pensée critique, leur créativité et une curiosité d'apprendre. L'éducation doit préparer les apprenants à vivre ensemble, en développant empathie, tolérance et respect envers la diversité. Mais malheureusement, la plupart des systèmes éducatifs sont loin d'équiper les apprenants avec ces compétences essentielles. Alors comment pouvons-nous en faire une réalité ? Tout d'abord, ces compétences doivent devenir une priorité dans les politiques éducatives et reconnues dans tous les domaines du curriculum. Les enseignants doivent être soutenus et équipés de stratégies novatrices pour qu'ils deviennent des facilitateurs de l'apprentissage et pas seulement des transmetteurs d'informations. Ils peuvent alors encourager leurs apprenants à travailler en équipe et à s'harmoniser avec le monde qui les entoure. Nous avons aussi besoin d'évaluations qui, au-delà des tests et des examens, donnent de l'importance à ces compétences pour véritablement refléter leurs nombreux talents et leurs capacités. Chacun d'entre nous, que nous ayons un rôle de décideur, éducateur, parent ou élève, doit agir. Comment les systèmes éducatifs peuvent-ils alors suivre ce monde en pleine évolution ? Comment peuvent-ils mieux préparer les apprenants à mener une vie plus heureuse, plus saine et plus productive ? Et comment pourraient-ils véritablement contribuer à un avenir plus pacifique, équitable et durable ?
Par contre, ce qui se passe chez nous, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas donner à l'école la mission première qui est celle de construire le citoyen national, l'individu républicain, le citoyen national et républicain. Et deux, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas donner à l'école les moyens de former des gens qui vont transformer nos pays. En France, il y a des écoles qui sont là pour former ceux qui vont transformer la France de demain, ceux qui vont faire que la France continue à être une grande puissance. Je ne vais pas vous citer toutes les écoles, il suffit de taper sur Internet les grandes écoles en France, vous trouverez. Quand on vous parle de Polytechnique, c'est une très grande école. Quand on vous parle de tout ce qui est de haute école de commerce, les écoles en finance, et puis les universités, j'en passe. Et ça, vous les trouvez en Chine, vous les trouvez en Russie, vous les trouvez en Corée du Sud, aux États-Unis, en Angleterre, partout. J'ai fait mes études à l'université Fudan. Je vous raconte une minute, une anecdote. Quand j'arrive à l'université Fudan, à Shanghai, j'étais étonné de voir que les étudiants, ils étaient toujours heureux, souriants. Et puis quand on jouait des matchs universitaires Fudan contre les autres universités, par exemple de Shanghai, vous ne sentiez pas la même aisance entre les étudiants de Fudan et les étudiants d'autres universités. Et quand on posait la question, ils nous disaient, mais vous êtes de Fudan. Et les autres étudiants chinois nous admiraient parce que nous étions de Fudan. À un moment donné, je pose la question à mes amis au département de politique internationale qui me disent, mais qu'est-ce que tu crois, Didier? Moi, je suis de Fudan, donc le chômage, ce n'est pas mon problème. Je lui ai dit, mais tu es sûr? Il me dit, à CV égal, à compétence égale, les employeurs prendront d'abord Fudan. Allez vous renseigner. Et même en France, quand je croise des Chinois et qu'on discute en chinois, quand je leur dis non, ils me disent pourquoi vous parlez chinois, je dis je suis diplômé de Fudan Tash. Ils disent Nihan, Nihan. Ah, mais donc tu es fort, tu es fort. Si tu es sorti de Fudan, donc vous voyez l'image. Mais allez dire à n'importe qui que vous êtes sorti de Mariam Wabi. En ayant mangé une seule barre énergétique, jusqu'à quelle altitude pourriez-vous grimper une montagne? Le XXe siècle a-t-il été de droite ou de gauche? Si vous pouvez répondre à ces questions du concours, vous pouvez entrer à Oxford. Ici, on étudie dans un décor vieux de 800 ans. Mais derrière ces vieilles pierres se cachent les laboratoires où l'on invente le futur. Une ville qui se confond avec l'université la plus prestigieuse de la planète. Le mot n'est pas de trop, c'est ce que vient d'annoncer le Times Higher Education, le classement international le plus ancien et le plus reconnu au monde, devant celui de Shanghai. Avec Oxford, c'est la première fois dans l'histoire du classement que nous avons en numéro 1 une université européenne, et pas une américaine. À chaque coin de rue, les pubs se gargarisent de leurs anciens clients étudiants. Ici Elizabeth Taylor, Margaret Thatcher, Stephen Hawking, Oscar Wilde ou encore Hemingway. Ce jeune Français a rejoint le club de ses élèves promis à un très bel avenir après avoir réussi l'examen dans ce décor hors norme. Évidemment, il y a toujours là un peu le stéréotype d'Harry Potter qui plane un peu dans les têtes au moment de postuler. Au moment des entretiens qu'on passe avant d'être admis à l'université et qu'on arrive dans ce lieu peut-être pour la première fois, on se dit vraiment que l'ambiance est incroyablement différente de tout ce qu'on a pu voir avant. Coût de la scolarité, 11 000 € par an, ce qui ne dissuade aucun candidat. La sélection est poussée et surtout très individualisée, c'est le premier critère de l'excellence d'Oxford. Pour entrer à Oxford, il y a une double sélection. Il faut d'abord être accepté par l'université en tant que telle, mais ensuite être accepté par les collèges, ces maisons d'étudiants qui ont leur propre processus de sélection, notamment des tests de personnalité. Ce collège-là, par exemple, avait refusé il y a quelques années 2 étudiants, un certain Bill Clinton et un certain Tony Blair, les jugeant pas assez intéressants. Ils avaient finalement été admis dans d'autres collèges de la ville. Principal atout d'Oxford, ses profs bien sûr, dont beaucoup viennent de l'impressionnante liste de 55 prix Nobel. Et un système généralisé de tutorat où les étudiants bénéficient obligatoirement de cours particuliers à 1 ou 2 élèves seulement. Les professeurs sont payés jusqu'à 8 000 € par mois, beaucoup moins que ce qu'ils toucheraient dans le privé ou dans les universités américaines. Mais ils viennent à Oxford pour l'incomparable qualité de vie et l'atmosphère d'émulation intellectuelle.
Si vous pouvez attirer les meilleurs profs du monde, en retour, ils vont attirer les meilleurs chercheurs. Et les étudiants les plus brillants de tous les pays voudront venir apprendre avec eux. Donc ce n'est pas Marien Ngouabi en lui-même, c'est quelle valeur le Congo donne à cette université. Des salles de classe vides, ou presque. C'est cette ambiance morose qui règne dans les différentes facultés de l'université Marien Ngouabi. Une timidité due à la grève des enseignants, déclenchée il y a de cela 5 jours par l'intersyndicale de cette université en pleine année académique 2023-2024. Une grève qui a des incidences sur le calendrier académique et des examens. Et les étudiants en payent le prix. Étant donné que l'université est en grève, les enseignants sont partis en grève, les heures de cours vont plus s'effectuer comme le calendrier a été établi. Donc l'université d'abord, en tenant compte de nos cours, nous allons encaisser un large retard pour finir les cours. Par la suite, nous voyons la période des examens. Là nous sommes déjà pratiquement en mi-janvier, donc les cours ne se font pas normalement et il y aura un retard pour que les examens soient faits au niveau de la faculté ou de l'université. Ça ne nous arrange pas parce que déjà on devait prolonger, on devait progresser sur le programme afin de gagner en temps, finir le premier semestre et entamer. Mais là, on est obligé, bon, il y a une suspension de cours, donc on est là, on attend. L'impact sera que le programme il sera bâclé, comme vous venez de le dire. On aura un retard sur les sessions et tout ça aussi, parce qu'on ne respectera pas les délais donnés par l'administration en quelque sorte. Les quelques étudiants trouvés à la faculté des lettres, arts et sciences humaines sont ici pour une cause. On devait avoir cours et ça fait pratiquement une semaine qu'on n'a pas cours. Et on vient à l'école, on nous dit de rentrer à la maison. Si ce n'est pas pour travailler avec les autres sur les devoirs que les docs nous ont laissés, on n'a pas cours. Pour les novices, ce rythme de grève à répétition à l'université Marien Ngouabi n'est sans conséquence sur leur cursus académique. S'il y a grève, les cours sont bâclés pour certains enseignants parce que pour eux, ils doivent rattraper ce retard qu'ils ont perdu ou que la grève a causé. Donc ils sont obligés soit de supprimer certains chapitres des enseignements ou bâcler les cours, aller très vite de telle sorte qu'ils achèvent vite les programmes. Et cela va perturber énormément sur le niveau intellectuel des étudiants. Ils ne seront pas tellement trop bien formés, ils n'auront pas de bonnes notions parce que le programme est tellement trop bâclé. Et certains enseignants vont donner ces documents-là aux étudiants. Ils vont peut-être prendre, mais lire, mais est-ce qu'ils vont comprendre s'il y a un manque d'explication? À la question de savoir quelles sont les motivations des grévistes, le collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi dresse les points saillants de leur doléance. Le collège intersyndical exige le remboursement de retenue 219 50 204 francs CFA des syndicats et mutuelles de l'université Marien Ngouabi détournés sur le salaire de novembre 2023. La révocation de M. Yoka André, DAF de l'université Marien Ngouabi, et de M. Ngoubou Toussaint, délégué du contrôle budgétaire auprès de l'université Marien Ngouabi. Le paiement des heures diverses dues et de vacations. La signature du deuxième protocole d'accord, gage d'une paix sociale à l'université Marien Ngouabi. Le travail ne pourra reprendre que si les points cités dessus trouvent satisfaction dans leur totalité. Je vous donne deuxième chose. Nous, quand on arrive en Chine, dès qu'on commence des débats sur nos métiers, la vie, le monde, avec des étudiants français, américains et autres, moi je me souviens, avec d'autres Congolais, mais peu importe d'où ils venaient, avec d'autres Congolais, les gens étaient étonnés, ils pensaient que comme on parle français, on a été à la Sorbonne. Moi je me souviens d'un Français qui me dit, mais tu n'as pas étudié à la Sorbonne? J'ai dit non, j'ai étudié à l'université Marien Ngouabi. Il me dit, ah bon? Votre université forme des gens comme ça? J'ai dit non, encore que je n'étais pas le meilleur, il y avait encore plus brillant que moi. Vous voyez, donc à notre époque, on a eu la chance d'avoir des professeurs qui habitaient leurs fonctions. Des professeurs qui nous disaient, ce que je vous enseigne
allez partout dans le monde entier, personne ne vous dira que vous avez été mal formé. Et je l'ai vérifié quand je suis arrivé en Chine. Et je l'ai vérifié quand je suis arrivé dans les universités françaises. Mais prenez nos propres professeurs, quand ils sont arrivés en France, demandez, je vais arriver puisque c'est le sujet principal, de comment on gère notre argent. Le ministre Ondongo, moi j'ai appris qu'il était un brillant étudiant. La plupart de nos ministres qui ont fait des universités françaises, il y en a peut-être qui étaient moyens, mais dans la plupart des cas, c'était des brillants étudiants. Et qui nous le disaient? Les autres professeurs qu'on avait. Certains professeurs nous disaient, pour tel chapitre, allez lire le doctorat 3e cycle de tel professeur, parce que quand nous étions en France, il était très brillant. En tout cas, il a fait une très bonne thèse de 3e cycle. Donc, si nous-mêmes, nous ne donnons pas de la valeur à nos écoles, à nos universités et autres, personne ne le fera. C'est à nous de dire comment hisser le niveau de savoir au niveau international. Je vous ai dit dans les chroniques précédentes, nous n'avons pas l'eau et l'électricité au Congo. Des délestages tous les jours. Manque d'eau. Les robinets nous produisent du café au lait et non pas de l'eau potable. Mais la question à se poser, c'est dans quelle école sont formés nos ingénieurs? Vous étiez premier ou première de votre classe, major de promotion. Savez-vous que cela ne fait pas de vous nécessairement le directeur de votre entreprise ou bien ne garantit pas le succès de votre carrière? En électricité et puis en tout ce qui concerne l'eau potable. Mais si ces ingénieurs sont formés dans les écoles américaines, chinoises, européennes et autres, mais allons voir les autres diplômés français, anglais, américains, chinois de ces écoles-là dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils travaillent? Et pourquoi eux, dans les pays où ils travaillent comme ça, et nous, les nôtres qui sont rentrés au Congo pour s'occuper des mêmes problèmes chez nous, c'est la médiocrité. Où est le problème? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de bonnes études, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être premier ou première de sa classe, mais sachez que lorsque vous rentrez en entreprise, ce n'est pas que l'intelligence ou bien le quotient intellectuel qui marche ou bien qui va vous faire avancer, mais il y a d'autres types d'intelligence que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Sachez qu'il y a 3 types d'intelligence qui vont vous permettre de réussir votre carrière. Il y a le quotient intellectuel, bien sûr, qui est très demandé à l'école, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est d'apprendre, d'ingurgiter et de recracher. Excusez-moi le terme, mais c'est pratiquement ça. C'est-à-dire, vous mémorisez et devant la copie, vous dites ce que vous avez en tête. Et si vous le dites précisément selon les termes de votre professeur, ça marchera, vous aurez 20 sur 20. Et quel que soit votre comportement, bon, du moment où, devant la copie, vous fournissez ce qu'il faut, vous allez avoir votre diplôme et vous serez major de promotion. Ça, c'est le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel qui vous permet de mémoriser, de savoir mémoriser, de pouvoir transcrire ce qu'on vous a dit. Et malheureusement, et je dis peut-être même heureusement, parce qu'il n'y a pas que cette intelligence qui marche, lorsque vous rentrez en entreprise, bien souvent, et ce que je remarque, c'est que les gens confondent ou bien ne prennent pas en compte les 2 autres types d'intelligence qui existent, qui sont le quotient émotionnel et le quotient social. Donc, il y a 3 types, quotient intellectuel, quotient émotionnel et quotient social, qui va vous permettre de réussir votre carrière. C'est quoi le quotient émotionnel? Le quotient émotionnel, c'est votre capacité à interagir avec les autres, votre capacité à être empathique, votre capacité à se mettre à la place de l'autre, votre capacité à pouvoir interagir, je l'ai déjà dit, mais à être en relation avec les autres, à créer en fait des relations et surtout l'humilité. Ça, c'est le quotient émotionnel. Votre humilité ou votre attitude qui fait que vous serez accepté dans le groupe, vous serez accepté dans votre entreprise. Et vous voyez que le quotient émotionnel, vous n'avez pas besoin de ce quotient pour pouvoir réussir vos études.
Parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que dans les écoles, on ne sanctionne pas l'attitude. Mais du moment où vous êtes premier de votre classe et que vous êtes très intelligent, donc le quotient intellectuel, ça passera. Mais en entreprise, ça ne passe pas si vous avez un quotient émotionnel qui est très bas, vous ne savez pas interagir avec les autres, vous ne savez pas créer de relations, vous n'êtes pas humble, vous êtes imbu de votre personne, ça ne marchera pas. Ça, c'est le deuxième type d'intelligence. Le troisième type d'intelligence, c'est le quotient social, comme je le disais. C'est votre capacité à créer des relations. Pourquoi c'est important dans votre carrière? Parce que dans d'autres vidéos, je l'ai expliqué que pour pouvoir recruter quelqu'un, pour pouvoir promouvoir une personne, c'est la confiance. Un élément clé, c'est la confiance. C'est que votre responsable, votre directeur général, ou bien la personne qui va vous promouvoir va se poser une question parmi tant d'autres. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Et ce qui fait que cette confiance est créée également par votre quotient social, votre capacité à créer des relations dans le groupe, bien dans votre environnement. Ce qui fait qu'au moment venu, au moment où il faut promouvoir quelqu'un, on va promouvoir bien sûr quelqu'un qui est expérimenté, qui est intelligent et qui a un quotient émotionnel très élevé, mais qui a également un quotient social, c'est-à-dire on n'arrive pas à promouvoir quelqu'un qui est très clivant, qui ne peut pas créer une relation, qui n'est pas accepté dans un groupe donné. C'est ça, le monde professionnel. Cela m'amène donc au sujet de la chronique de ce jour, c'est-à-dire le comportement de nos cadres et de nos intellectuels au Congo, pas ailleurs, au Congo. Je ne prendrai pas l'exemple de beaucoup de gens. Je prends un exemple qui nous concerne aujourd'hui puisque ça a été une grande découverte pour beaucoup de Congolais, mais pas pour le CRC. Parce que, d'ailleurs, même si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le CRC a tellement fait le focus là-dedans. Le CRC, on a tellement parlé, a tellement martelé ce sujet-là, si bien qu'aujourd'hui, tout le monde commence à se rendre compte que, mais tiens, or c'était comme ça. Je voudrais parler des finances publiques. Souvenez-vous que le CRC a, dès ce début, commencé à vous dire, attention, nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays qui a beaucoup d'argent, mais l'argent est mal utilisé, l'argent est mal géré, l'argent est volé, pillé, placé dans des paradis fiscaux, dans des comptes offshore, ainsi de suite. Les Congolais commençaient un peu à douter en disant, mais si on a l'argent, et donc le CRC s'est employé, mais vraiment, à vous apporter des éléments de compréhension. Et aujourd'hui, le fait est établi, ce n'est plus un doute, nous avons l'argent. Nous sommes un pays riche. Le CRC, par ses analyses, par la force de ses arguments, a tellement acculé le pouvoir que déjà, le président Sassou Nguesso n'a pas pu cacher les 14 000 milliards. Il l'a dit, que nous avons 14 000 milliards pour les générations futures. OK, mais où sont passés ces 14 000 milliards? Il a lui-même parlé des excédents budgétaires, entre 300 et 500 milliards chaque année. Mais où sont passés ces excédents budgétaires? Du coup, en 20 ans environ du pouvoir de Sassou, le Congo a généré plus de 135 000 milliards de francs CFA de richesse. Plus de 135 000 milliards de richesse. Mais puisque nous avons cet argent, comment se fait-il que notre argent est mal géré? Le Congo est toujours pauvre, il y a toujours des poubelles partout, il y a de la saleté partout, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et plus on n'a pas d'hôpitaux, l'école ne marche pas, il n'y a pas d'emploi. Sassou a promis 100 000 emplois pendant l'année 2024. 100 000 emplois jeunes. Non seulement il y a eu 0 emploi jeune sur les 100 000 emplois promis, mais le pire, de 1997, quand Sassou revient au pouvoir par coup d'État, par ses propres moyens aidés par les complices nationaux et les puissances étrangères, depuis jusqu'à aujourd'hui, Sassou n'a pas créé de 1997 à aujourd'hui, 28 ans, il a été incapable de créer plus de 10 000 emplois. On ne compte même pas plus de 10 000 emplois. C'est-à-dire moins de 100 emplois
par année. Le Congo crée moins de 500 emplois par année. Donc, vous voyez bien que c'est triste comme bilan. Et il fait des promesses non tenues. Mon propos, c'est qu'en parlant des finances publiques, le CRC a martelé que si nous voulons avancer, déjà, il faut sécuriser les finances publiques. Sécuriser, sécuriser et sécuriser. Face aux arguments avancés par le CRC, les démonstrations que nous avons faites, ça a créé la pagaille au niveau gouvernemental et les Congolais découvrent que les comptes publics du Congo, dans lesquels on doit faire reposer la richesse du Congo, que ce soit les taxes douanières, la fiscalité, les impôts, les produits, les matières premières qu'on vend, tout ça, ces comptes-là qui doivent être au trésor public, domiciliés à la Banque centrale africaine, la Banque des États de l'Afrique centrale, ces comptes ont été placés dans une banque commerciale privée appelée Banque Postale. Et ça a été la catastrophe de la fin de l'année 2024. Et vous avez vu la pagaille que cela a mis dans le gouvernement, mais aussi dans les institutions financières. Et parmi nos économistes, moi j'en ai vu plein, des économistes qui sont intervenus là-dessus, sur R7, allez regarder comment ils expliquent qu'une banque privée commerciale n'a pas vocation à domicilier les comptes publics d'un État. Ça ne se passe dans aucun pays. Je reviens donc au niveau des écoles. Comment le ministre Ngatse, le ministre Ondongo, qui sont des économistes, qui sont des financiers, ont pu laisser passer une telle énormité. Lorsqu'il fait son entrée au gouvernement Muamba II, en 2020, Ludovic Ngatse est parmi les nouvelles figures que bon nombre de Congolais découvrent. Pourtant, cet expert comptable diplômé et commissaire aux comptes, agréé CEMAC, très connu dans les milieux de la finance, a beaucoup travaillé dans l'auditorat des finances publiques et comptabilité, avec à son actif, plus de 25 ans d'expérience professionnelle. Nommé ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget, chargé du budget, c'est donc sur ce cadre expérimenté que Denis Sassou Nguesso jette son dévolu, en pleine crise de Covid-19, pour conduire des réformes budgétaires profondes. L'objectif étant de répondre efficacement aux attentes légitimes et pressantes des Congolais, d'une part et aux exigences des institutions financières internationales, de l'autre. Financier, enseignant et homme politique congolais, dans sa jeunesse, après l'obtention du baccalauréat au lycée technique du 1er mai de Brazzaville, Ludovic Ngatse poursuit ses études universitaires à l'étranger, principalement en France. Il s'inscrit à l'université de Bourgogne à Dijon où il valide un diplôme d'études approfondies, DEA, en finance, en 1994, puis un diplôme d'expert comptable, en 2000 à Paris. Enseignant-chercheur permanent à l'Institut supérieur de gestion, ISG, de l'université Marien-Ngouabi depuis 1995, il y dispense des cours d'audit et de comptabilité. La même année, Ludovic Ngatse intègre le cabinet international Ernest & Young Congo, premier cabinet d'audit conseil au Congo-Brazzaville. Il travaille ici en qualité d'auditeur avant de devenir associé et administrateur général du cabinet de 2003 à 2020. À ce titre, il mène les principaux audits financiers du secteur public, notamment de la dette intérieure du Congo de 2003 à 2018, et des audits des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés pétrolières. Sa capacité d'analyse à laquelle s'ajoute une forte attention aux détails et à la précision, l'intégrité et éthique professionnelle, sont des atouts qu'on lui reconnaît, nous dit un ancien au cadre d'une société pétrolière nationale, qui avoue le savoir-faire de Ludovic Ngatse qu'il qualifie de technocrate avéré. En décembre 2019, Ludovic Ngatse est le premier président élu de l'Ordre national des experts comptables du Congo, ONEC. L'organe placé aujourd'hui sous la tutelle du ministère du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, a été créé en vue d'arrimer le Congo aux normes internationales pour, entre autres, améliorer le climat des affaires dans le pays. Vous voyez bien, quand on prend en compte ce que la vidéo sur Ludovic Ngatse vient de dire, comment on vient de présenter ce ministre du budget, il a, comme je disais, les compétences pour poser des actes de sorte que nous puissions sortir de la pagaille au niveau de nos finances publiques. Mais au contraire, il contribue à cette pagaille-là. C'est pour cela que j'insiste sur la trahison des cadres.
et des intellectuels congolais ou même africains. Quand vous les rencontrez, quand vous les entendez parler, quand vous les voyez et tout, ils vous présentent des choses comme quoi, et vous sentez qu'ils ont des accréditations internationales pour faire le job quand ils sont dans des entreprises privées ou lorsqu'ils travaillent en Europe, en Amérique ou en Asie. Ils font le job correctement, mais lorsqu'ils arrivent au Congo et dans des pays africains, eh bien, patatras, ils font tout et n'importe quoi. Ils font le gangstérisme, ils sont à l'origine des détournements des fonds publics, ce sont eux qui font des montages pour maquiller les comptes publics. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a les compétences pour mener les audits, il les a fait. Aujourd'hui, il est ministre, c'est-à-dire hier, il conseillait les ministres, il produisait des documents pour les gouvernements. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement. Donc, avec le savoir pour mettre en pratique ce qu'il faut pour que le Congo sorte de sa misère, et patatras, on apprend que, et là, ce que vous entendez qu'il explique aux parlementaires, il le dit lui-même, il le reconnaît, que les comptes publics ne peuvent pas être à la banque postale, qui est une banque privée. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, le Trésor a toujours la signature, rien ne se fait sans le Trésor. Mais pourquoi ne les laisse pas au Trésor? Parce que nos finances publiques seront mieux contrôlées, mieux surveillées au niveau du Trésor. Mais ce que M. Ngatsé explique, si c'est lui qui mène l'audit, il vous dira le contraire. Dans les recommandations, parce que lorsque M. Ngatsé mène les audits, il y a ce qu'on appelle recommandations, préconisations. Dans les recommandations, c'est lui qui va dire au gouvernement, remettez les comptes publics au Trésor public, puisque le TPE a la signature. Pourquoi le TPE va avoir la signature et il doit signer pour demander les virements au directeur de la banque postale? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Aujourd'hui, la banque du Trésor, comme il l'a dit, c'est normal, puisque ça existe dans les autres pays. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Et pourquoi ça n'a jamais été fait chez nous? Dès lors qu'il est arrivé, dès la première année, il peut diligenter un audit et puis, dans les préconisations, on remet tout en ordre. Or, il est resté tout ce temps au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est au gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, comment il explique qu'avec un budget excédentaire, rien ne s'arrange au Congo? Voilà la trahison à laquelle les Congolais sont en train de faire face par rapport aux cadres et aux intellectuels que nous avons. Ils sont bien formés, ils ont eu des parcours professionnels très élogieux, et bravo à eux. Mais sauf que quand ils arrivent au gouvernement, ils deviennent des gangsters. Comme quoi, le problème, ce n'est pas Ngatsé. C'est comme quand on a enlevé le directeur général de la police pour remplacer, quand on a enlevé Ndengue pour remplacer Obami-Fils. Mais Obami-Fils va faire quoi même s'il a été bien formé? C'est le système. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre du budget et du portefeuille qui est arrivé. Je crois que c'est un certain Yoka. Je crois savoir que c'est le fils d'Aimé Emmanuel Yoka, mais peu importe. Quelles que soient ses compétences, il ne fera rien parce que ce qui pose le problème dans notre pays, c'est la tête, c'est Sassou Nguesso. C'est lui le problème. Tant que ça sera lui et le système que le PCT a mis en place pour phagocyter notre économie et comme ça détruire même les cadres, ces cadres-là se ridiculisent. Demain, M. Ngatsé va se présenter où? Pour dire que je suis un expert comptable. Mais d'accord, je suis un financier. OK, on accepte. J'enseigne à l'Institut de gestion. OK, on accepte. Mais vous avez été ministre. Quel ont été votre état de fait? Zéro. C'est ça qui est vraiment incroyable pour notre pays. Mais comment Louis Bakabadio, professeur d'économie, doyen de la faculté des sciences économiques, conseiller du président, et c'est à double titre, j'interpelle M. Louis Bakabadio, en tant que doyen de la faculté des sciences économiques et conseiller économique du président de la République, comment il a pu laisser passer cela? Est-ce que demain, le ministre Ondongo, qui est professeur d'économie, M. Louis Bakabadio, qui est professeur d'économie, ils vont faire un cours sur macroéconomie, microéconomie, économie politique, finance, peu importe le cours, et qu'ils doivent prendre l'exemple de la Banque centrale, du Trésor public et de la Banque postale. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs étudiants? Est-ce qu'ils vont enseigner à leurs étudiants que la Banque postale peut domicilier les comptes publics? Et cet étudiant arrive aux États-Unis, en France, en Chine, partout dans le monde.
On lui donne un examen universitaire. Il donne la même réponse qu'un pays peut se développer, sachant que ses comptes publics sont domiciliés dans une banque privée commerciale et que les responsables font n'importe quoi avec l'argent, mais le pays peut quand même se développer. Est-ce qu'ils peuvent enseigner ça à l'université Marien Ngouabi, même à l'université Marien Ngouabi? Mes chers compatriotes, je vous donne la réponse, ils ne peuvent pas enseigner ça. Donc, vous avez M. Ngatsé, le ministre Ludovic Ngatsé, le ministre Ondongo et lui Bakabadio, qui pratiquent au Congo exactement le contraire de ce que eux-mêmes enseignent, eux-mêmes ont étudié. Voilà notre drame. Notre drame, ce n'est pas l'école. Notre drame, ce n'est pas le fait qu'on utilise tel ou tel logiciel. Notre drame s'appelle le comportement gangstérisme de nos dirigeants. Nos dirigeants ont un comportement de gangster dans ce sens qu'ils font exactement, mais exactement le contraire de ce que eux, ils ont étudié, de ce qu'ils ont fait ou ils font comme profession lorsqu'ils sont à l'université ou dans les agences privées. J'ai vu une bibliographie sommaire, mais très intéressante du ministre Ngatsé. Le ministre Ngatsé a un DEA en finance, un DEA, diplôme d'études approfondies en finance. Et à son époque, il l'a eu, je crois, en 1994, à Paris, à Dijon. À cette époque-là, c'est un diplôme qui est de très haut niveau. Le DEA est un diplôme de très haut niveau. Et il a un diplôme d'expert comptable qu'il a obtenu en 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le FMI, la Banque mondiale, la Banque de France ou n'importe quel organisme, ou mieux, l'État congolais, s'interroge sur ses comptes publics. Par exemple, lors du message à la nation, Denis Sassou Nguesso dit, on découvre que les gens avaient besoin de 3 milliards pour les bourses, ils demandaient 9 milliards, et dans beaucoup d'institutions, c'est ce qui a été fait. Alors, de facto, il faut faire l'audit des comptes publics. Et M. Ngatsé est compétent pour le faire. Ça, croyez-moi. En tout cas, au niveau compétence, il n'y a rien à enlever. Vous prenez M. Ngatsé, vous prenez M. Ondongo et vous prenez M. Bakabadio, ils sont capables de vous faire l'audit des comptes publics et de vous faire des propositions qui seront des propositions validées par toutes les institutions internationales. Dès lors qu'on va voir leur niveau de qualification universitaire et leur niveau de fonction. Ils en sont capables. Demain, en France, en Russie, en Chine, aux États-Unis, ces trois messieurs peuvent piloter les audits des comptes publics. Un compte public est un compte public. Il n'y a pas de compte public française, il n'y a pas de compte public congolais. Non, le trésor, c'est le trésor. Notre trésorier payeur général, il peut l'être en France, il peut l'être en Chine, il peut l'être en Russie. Notre chef d'état-major, sauf s'il est incompétent, il peut être chef d'état-major dans n'importe quel pays du monde, États-Unis, Russie, France compris. Donc, comment expliquer une telle médiocrité chez nous? Comment se fait-il que M. Ngatsé, quand il arrive au ministère du Budget et du portefeuille public, comment il n'a pas remis ça en cause? Il sait qu'il doit le remettre en cause. Parce qu'il sait que si notre trésor public, les comptes du trésor, quand on nous parle de guichet unique de paiement, on nous parle de ceci, il sait que dès lors que c'est à la banque postale congolaise qui est devenue une banque privée, de facto, ça devient un lieu de magouille, un lieu de dilapidation de fonds, un lieu de vol pour l'État. La preuve, puisque c'est la banque postale, je vous laisse regarder ce document. Eh oui! Oh non! Oh non! Vous avez vu ces briques et ces poteaux? Dites-moi,
est-ce que vous êtes sûr que l'édifice que vous venez de voir à Wenze, ça coûte 4 milliards 500 millions de francs CFA. Le marché de Wenze, qui n'est pas fini, nous a déjà coûté 4 milliards 500 millions. Et Jean-Jacques Bouya à l'Assemblée demande que cette fois-ci, il nous faut trouver des fonds privés et des fonds publics pour terminer le chantier. Mais M. Ngatse, M. Ondongo et M. Louis Bakabadio peuvent diligenter un audit par rapport à ce chantier. Comment se fait-il que 4 milliards 500 millions n'ont pas permis de terminer ce marché? Quel est le prix de la tonne de ciment? Quel est le prix du mètre cube d'eau? Quel est le prix de la main-d'œuvre au Congo? Et on prend tout, on regarde le cahier de charge pour ce projet. Quel a été le cahier de charge? À combien a été chiffré le cahier de charge? Est-ce que 4 milliards 500 millions, c'était déjà ça le prix dans le cahier de charge? Ou bien que le cahier de charge était à 500 millions de francs CFA et au final, on a déjà 4 milliards de plus qui ont été... Donc, il faut faire un contrôle, un audit pour savoir pourquoi on en arrive là, pourquoi ce n'est pas terminé, et puis dégager les responsabilités et prendre soit les mesures de correction, soit les mesures de correction et les sanctions pour ceux qui ont fauté. Donc, moi, j'ai été choqué en regardant le niveau de qualification de certains de nos ministres, et l'exemple que je vous donne pour M. Ngatse, vous pouvez le voir chez beaucoup de ministres et même beaucoup de dirigeants de certaines entreprises. On parlait de l'eau et de l'électricité. Si nous avons les ingénieurs qualifiés, le chemin de fer, pareil, la navigation fluviale, le port de Pointe-Noire, les autres ports, les hôpitaux, si nous avons des gens qualifiés, qui ont une qualification internationale, c'est-à-dire qui ont des diplômes acquis dans des universités notamment occidentales, mais ils ont eu accès au même savoir que leurs homologues de ce pays-là. Mais comment ils expliquent la médiocrité chez nous? Comment ils expliquent que chez nous, les choses ne marchent pas? Voilà la réalité. Voilà la grande gare de Pointe-Noire. On peut constater avec mécontentement. C'est triste. Regardez ça. Regardez la grande gare de Pointe-Noire. Là où nous venions autrefois avec les parents pour se faire des jolies photos et tout. Voilà. Voilà ce qui en reste. Voilà. Qui a dit? Vrai, qui a dit? Qui a dit? C'est un milieu maintenant de walleurs. Les gens viennent waller ici. Voilà. Sauf à dire qu'ils s'en fichent des populations congolaises. Alors, je vais vous dire une chose. Pour que le dirigeant, peu importe l'institution, peu importe le niveau, le gouvernement ou la présidente de la République, le Premier ministre, pour que le dirigeant soit sérieux, il faut que le peuple se positionne en souverain primaire. C'est-à-dire, il faut que ce soit le peuple qui choisisse ses dirigeants, qui lui confie un mandat déterminé, limité dans le temps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pourquoi pas, mais limité dans le temps, et que le peuple lui demande des comptes à chaque fois, et si ça ne va pas, le peuple ne vote plus pour lui, et s'il insiste, le peuple fait la révolution. Ce n'est que dans ce contexte, et dans ce contexte seulement, que nous pouvons changer les choses chez nous. Parce qu'aujourd'hui, le souverain primaire n'existe pas. En 1997, Sassou a gagné sa guerre civile. Et on a entendu souvent dans les rues de Brazzaville, Yo, Boudaguerre, on a vu des cadres, et surtout, les cadres de l'armée, de la police et de la gendarmerie ont fait des frais par rapport à cette histoire-là. Dès qu'ils essaient de parler, Yo, Boudaguerre, et même les cadres civils, on a vu des vidéos, que c'est nous qui avons, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. Et des vers Mourani, elle l'a rappelé, comment ils ont fait pour prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour que le peuple redevienne le souverain primaire? Parce que le propre de la dictature, c'est sa propre existence. Ce qui intéresse la dictature, c'est comment moi je continue d'exister. Et la dictature se caractérise par le fait que les promesses ne sont toujours pas tenues. Et d'ailleurs, on n'a pas envie de tenir les promesses. Pourquoi je tiendrai les promesses? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne en tenant les promesses? La dictature n'est pas arrivée pour servir le peuple.
mais pour se servir soi-même. Lorsque le pouvoir a été acquis par le peuple et pour le peuple, eh bien, celui qui travaille, il travaille pour le peuple. Mais quand le pouvoir a été acquis contre le peuple, contre la volonté populaire, puisque nous étions en 1997 dans une réalité d'élection, mais dès lors que le président qui est là a fait son coup d'État, et donc c'est par la volonté de ceux qui l'ont aidé, accompagné, et par sa force qu'il a pu prendre le pouvoir, pourquoi vous voulez qu'il puisse s'inquiéter que le peuple mange ou pas, que le peuple puisse avoir de quoi se soigner ou pas, de quoi aller à l'école, envoyer les enfants à l'école, le travail et tout. Un pouvoir se caractérise par sa capacité à réguler l'inflation. Alors, quand je dis un pouvoir, je ne vous parle pas du pouvoir congolais à Brazzaville. Tous les pouvoirs au monde se caractérisent par leur capacité à maîtriser l'inflation. C'est-à-dire, il ne faut pas que les prix du marché, peu importe, le lait, le sel, la tonne de ciment, le mètre cube d'eau, l'électricité, le carburant, réguler, en tout cas maîtriser l'inflation pour que les prix ne soient pas très hauts alors que les salaires sont très bas. Ça, c'est la fonction du gouvernement, de l'État, à travers ses politiques monétaires, budgétaires, à travers sa banque centrale. À réguler le chômage, de maintenir le chômage à un taux qui soit acceptable et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de chômeurs parce que la dépense publique va en subir le coût, la criminalité risque d'augmenter dans le pays, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi moins de chômeurs parce que les entreprises risquent de manquer de la main-d'œuvre. Ça, c'est son rôle. Donc, maîtriser l'inflation, juguler le chômage, donc veiller à la création de l'emploi, à la formation professionnelle. Ça, c'est très important. Et donc, il a entre ses mains sa politique budgétaire, d'où la loi de finances, on doit regarder ça avec beaucoup d'attention, mais aussi la politique monétaire. Donc, il faut maintenir l'économie à un certain niveau pour éviter les dévaluations sauvages. Et ça aussi, ça crée des problèmes dans la société. En ce moment-là, quand vous avez un pouvoir qui est conscient de ça et qui fait ce job, eh bien, les enfants ont des écoles. Parce qu'il faut des écoles primaires, des collèges, des lycées, les universités, les centres de formation et autres pour maintenir un certain niveau d'économie. Dans quelle école on forme nos ingénieurs pour avoir de l'eau potable? Dans quelle école on forme nos ingénieurs pour avoir l'électricité tout le temps? Dans quelle école on forme nos médecins selon les pathologies les plus impactantes dans notre pays? Quelles sont les maladies qui nous touchent le plus? Et donc, quel type de médecins on a besoin? On les forme où? Comment? Tiens, nous avons un chemin de fer. À Pointe-Noire, au Congo, la collision entre deux trains de marchandises dans la nuit du dimanche à lundi a coûté la vie à 17 personnes alors que 25 autres ont été blessés. D'importants dégâts matériels ont aussi été enregistrés. C'est le 4e accident ferroviaire après ceux de Mvunguti en 1992 et 2005, puis celui de Yaga en 2012. Plusieurs familles se sont rendues à la morgue principale pour faire la reconnaissance des corps de leurs parents. C'est la femme de mon frère qui est morte. Elle était venue vendre de la banane et voulait repartir à l'Essara. Mais malheureusement, arrivée à Ngonji, elle a eu l'accident et est morte sur le champ. Totalement défigurée, c'est par le nom écrit sur le bras que nous l'avons reconnue. Et le corps a été enregistré. Les autorités du chemin de fer Congo-Océan déplorent ce énième accident. Une enquête est prévue à cet effet pour déterminer les causes de ce drame. Hélas, c'est un chemin de fer, il n'est pas malheureusement à l'abri de tout incident. C'est des choses qui arrivent même dans les chemins de fer que nous pensons être les plus développés. Et malheureusement, nous déplorons à l'issue de cet accident plusieurs blessés. Et encore plus, nous déplorons des pertes de vies humaines. On n'avait pas vraiment besoin de ça, mais malheureusement, la nature est ainsi faite, c'est des choses qui arrivent. Nous allons ouvrir une enquête pour déterminer les causes.
Le chemin de fer du Congo qui peine à relancer ses activités après la longue période d'arrêt causée par la crise du pool est toujours dans la tourmente. Les travailleurs du chemin de fer Congo-Océan purgent plusieurs mois sans salaire, comme quoi un malheur ne vient jamais seul. Nous avons les aéroports, oui, mais quelles sont les écoles pour former nos cadres? Après, si on n'a pas d'école, c'est pas bon, mais c'est pas grave. On peut conventionner avec les pays qui en ont, de sorte que nos étudiants commencent une certaine formation de type tronc commun chez nous, terminent des spécialisations dans ces pays-là et ils rentrent servir le Congo avec le sérieux qu'on demande dans ces domaines-là. Donc, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est la trahison des cadres et des intellectuels congolais qui se mettent au service des gangsters, de la médiocrité et de l'idiotie. Et c'est ça l'autre problème. Si vous voulez voir la cause causante non causée de nos problèmes, c'est aussi les cadres et les intellectuels qui se mettent au service de la médiocrité. Quand vous regardez tout ce que nous avons généré comme richesse ces années, les 20 dernières années, et le niveau de vie des Congolais, ce n'est pas acceptable. Et le pire, c'est que vous apprenez que pour les poubelles, il y a Averda qui prend l'argent mais qui ne fait pas le job. C'est quand même incroyable. Pour l'eau et l'électricité, ces sociétés-là bénéficient des subventions de l'État, plus des taxes et plutôt plus des factures qu'ils touchent, l'argent qu'ils touchent au titre des factures, un service non rendu. Les vidéos existent, hein, elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux, où les gens sont en conflit avec des agents de la société d'électricité ou de la société d'eau en disant « mais ils viennent nous enlever le compteur, mais l'eau ne sort même pas, parce qu'on n'a pas payé la facture ». On vous met une somme, je crois que c'est 3 000 francs ou 5 000 francs, voire 6 000 francs, de frais de traitement de réseau et qui ne vous fournit pas le service. On vous fait payer la maintenance du réseau, le traitement de réseau, mais pendant des mois, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Mais on vous fait payer quoi? Donc ça, c'est un débat de fond que nous devons avoir dans notre pays sur quelle est la place des cadres et des intellectuels. C'est-à-dire même des cadres universitaires en sciences sociales. Vous avez des phénomènes comme les bébés noirs au Congo. Vous avez le comportement de la police et de l'armée au Congo. Mais les sociologues, les anthropologues, les philosophes, les religieux, les ethnologues, mais ils doivent expliquer aux populations quelle est la fonction de la police et de l'armée, la gendarmerie. C'est quoi leur rôle? Est-ce que n'importe quel policier peut se mettre dans la rue en train de demander aux usagers de la route de montrer leur permis de conduire? Faux. Il y a une brigade de la police qui est dédiée à cela. Est-ce que c'est le rôle des militaires d'intervenir dans telle ou telle situation? Non. Le rôle des militaires, c'est de protéger les frontières et accessoirement, s'il y a des problèmes à l'intérieur, on peut les solliciter, mais c'est la mission première de la police et de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un État ou un pays où nous devons remettre les choses à l'endroit. Mais qui peut le faire, sauf ceux qui ont étudié l'organisation des sociétés modernes? Or, ces gens-là, ils se mettent au service des gangsters qui sont au pouvoir. Moi, je vois beaucoup d'émissions, je n'ai pas envie de les citer. Ils parlent de la politique congolaise, ils parlent de bisbilles entre le discours du président et le Premier ministre qui demande que les comptes publics restent à la banque postale. Ils parlent de la situation économique. Mais à aucun moment, ils ne vont interroger le rôle du président dans cette pagaille-là. Mais le président a dit oui, mais quand ce qu'il a dit n'est pas fait, qu'est-ce qu'un président est censé faire? Le président a constaté qu'on demande 9 milliards au lieu de 3 milliards. OK, mais sauf qu'il a gardé les mêmes ministres. Parce que pour faire la loi finance, chacun de ces ministres-là, ce sont eux qui demandent. Le président continue à garder Jean-Jacques Bouya quand on sait qu'un député du PCD a dit à l'Assemblée, Monsieur Bouya, où est la route vous donnez? Vous avez pris au trésor public l'équivalent
pour goudronner 135 km de route. Or, cette route n'existe pas. Mais l'argent est sorti. L'argent est sorti. Alors, où est l'argent? Et Bouya est toujours au pouvoir, il est toujours au gouvernement. On l'applaudit toujours dans les rues de Brazzaville et du Congo. Donnez-moi un pays où cette phrase peut sortir à l'Assemblée nationale et la personne est encore au gouvernement. Et le pire, on vient d'apprendre que, je vous ai montré la vidéo, 4 milliards 500 millions pour des briques et des poteaux, et les pauvres commerçants de Wenzel attendent toujours leur édifice. Monsieur Koliné Makosso, il a vanté les 12 travaux d'Hercule de Makosso. Je ne savais pas que le Koliné Makosso était descendant dans la lignée des descendants de Hercule. Mais ce n'est pas grave. Mais où sont les 12 travaux? Il a vanté les 12 hôpitaux dans les 12 départements du Congo. Mais pourquoi Adou Nganda ne s'est pas soigné dans ces hôpitaux-là? Pourquoi lui-même, Koliné, ne se soigne pas? Le jour où vous voyez Koliné Makosso, Denis Sassou Nguesso, Antoinette Sassou Nguesso, Thierry Mungala, Pierre Mabiala, vous les voyez dans ces hôpitaux-là en train de se soigner, hospitalisés avec des perfusions, allez aussi dans ces hôpitaux. Mais si eux-mêmes, la moindre tour, ils filent à l'étranger, Afrique du Sud, Maroc, Espagne, France, ça veut dire qu'ils sont conscients en tant que dirigeants qu'ils vous mettent de la médiocrité dans ces hôpitaux-là. Je ne suis pas en train de blâmer le corps médical. Le corps médical n'y est pour rien. Mais je suis en train d'attirer l'attention des Congolais par rapport aux leaders qu'ils sont en train de supporter. Donc aujourd'hui, dites-vous que nous sommes arrivés à la fin des constats. Le CRC a permis aux Congolais d'ouvrir les yeux, d'enlever le voile qui couvrait leurs yeux. Le CRC a permis aux Congolais d'enlever les boules qui bouchaient leurs oreilles. Maintenant, vous entendez les cris de lamentation, des pleurs des Congolais. Et vous voyez vous-même dans quelle situation nous sommes. La solution ne viendra pas de l'élection de 2026. C'est faux. Tous ceux qui se mettent en position d'aller à l'élection présidentielle avec Denis Sassou Nguesso, c'est pour l'accompagner. Parce que le dictateur, quand il a gagné le pouvoir par la force, c'est difficile qu'il accepte de le perdre par les urnes. C'est rare, c'est des cas très rares. Et dans le cas de Denis Sassou Nguesso, seule la révolution du fleuve, qui symbolise notre colonne vertébrale, notre matrice, le lien entre le sud et le nord du Congo, le lien même unique, christique, entre les populations congolaises, et seule cette révolution fera que nous puissions chasser cette saleté, ce pouvoir médiocre, pour que nous puissions construire un nouveau Congo. Nous vous avons dit une chose qui est simple. L'argent, on l'aura toujours. Il y a un qui a dit idiotement, tant qu'on n'a pas fini de développer ce pays, Tokoti Kate, eh bien, le peuple congolais vous dit, vous serez chassés. Et l'argent, nous l'avons. Le Congo produit toujours de l'argent chaque année. Chaque année, ce n'est pas moins de 3 000 milliards de francs CFA de richesse que le Congo génère. Donc, peu importe la génération qui arrivera, nous aurons toujours l'argent. Donc, c'est maintenant ou jamais, avant que les choses ne sont pires dans notre pays. Il n'y a pas un seul département où les Congolais ne souffrent pas. Moi-même, porte-parole du CRC, je n'ai cessé, au nom du CRC, de vous alerter sur la situation dans la Likwala, qui est très difficile, surtout le long de Lubangui, dans la situation dans la cuvette, surtout ceux qui sont au bord du fleuve Congo, Mosaka, mais aussi des lieux comme, comment on appelle, Dongou, qui sont en souffrance, de lieux comme Kélé, où on voit qu'il y a de l'orpaillage sauvage, que nos populations sont laissées à l'abandon. On découvre aussi que le bois n'arrête pas de sortir du département du Niari et des autres départements, alors même que les populations qui vivent là restent dans la misère. Alors, ces populations vont faire quoi? Continuer à soutenir des gens qui ont une technicité pour développer les pays, mais qui utilisent cette technicité pour nuire au pays et aux populations. Quand c'est comme ça, eh bien, il faut les chasser du pouvoir. On ne peut pas continuer à les garder. Donc, je vous laisse cette réflexion sur comment les intellectuels, les hommes des lettres, les religieux, les cadres que nous avons dans nos administrations, dans les entreprises, puissent nous dire pourquoi ils se comportent de la sorte. Si dans notre pays, nous n'avons pas nos propres entreprises,
des entreprises gérées par des nationaux. Et ce sont eux qui vont fabriquer le capital national, qui va nous permettre de construire notre pays et de créer des conditions viables pour les populations. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Vous avez un pouvoir qui a fait le choix de livrer notre économie aux étrangers, de livrer nos richesses aux étrangers, et même nos terres. Alors, la conclusion, c'est quoi? Nous envoyer tous hors du Congo, et donc on va devenir des apatrides? Non. C'est un combat noble que le CRC est en train de mener, de faire prendre conscience aux Congolais et d'inviter les Congolais à la révolution du fleuve, car c'est notre seule porte de salut face à cette dictature, face à cette médiocrité. Voilà, mes chers compatriotes, mes chers amis, vous qui me suivez partout dans le monde, le sujet que je voulais partager avec vous, le sujet des cadres africains en général, congolais en particulier, qui arrivent au pouvoir, mais qui font exactement le contraire des compétences qu'ils ont, en sachant bien qu'ils sont conscients que ce que je suis en train de faire, c'est mal, mais ils viennent quand même vous dire que vous allez voir, ça va s'arranger. Or, ils sont conscients que ça ne va pas s'arranger parce qu'ils sont en train de trahir la science dans laquelle ils ont été formés. Donc, j'espère vous trouver toujours nombreux à commenter, à compléter cette chronique et surtout, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez pour que nous puissions toujours nourrir le débat et que notre pays, en tout cas, puisse s'en sortir parce que 2025, 2026, inutile de dire qu'on va aller au dialogue national et à l'élection présidentielle. Les dialogues, on en a fait, les élections, on en a fait, mais on a toujours la même misère pour la population et le même gangstérisme à la tête de l'État. Portez-vous bien, une fois de plus, mes vœux les meilleurs et surtout soignez-vous malgré toutes ces difficultés. Je vous dis donc à bientôt pour nos prochaines chroniques.